pour les infections graves. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité à l'occasion de cette conférence importante. Alors, je suis désolée de me battre contre mon ami ici, mais j'espère que nous finirons bien du même côté tous les deux. Alors, tout d'abord, les conflits d'intérêts, voilà. Et passons maintenant vraiment aux bithérapies. Habituellement, lorsque je parle de la prise en charge des infections à l'hôpital, dans les cas d'infections graves, eh bien, pour moi, ce sont là les 5 principaux concepts du traitement antibiotique. Et là, vous voyez que ces 5 grands concepts, eh bien, recouvrent 2 points qui ont trait aux questions que nous abordons aujourd'hui, parce que je pense que la bithérapie, c'est important, l'optimisation des doses, la pénétration du médicament choisi, la déescalation et la durée. Et là, il y a 2 points qui vont dans le sens de la bithérapie. Mais je vais commencer par les fondements théoriques qui appuient cette bithérapie. Pourquoi, effectivement, on utilise ces thérapies combinées parmi les cliniciens? Alors, tout d'abord, eh bien, il s'agit d'assurer une couverture plus large qui comprenne aussi les souches non susceptibles, non sensibles. Et il s'agit aussi d'éviter l'émergence d'une susceptibilité ou sensibilité réduite. Il faut aussi parvenir à une synergie bactérienne et assurer une activité contre les organismes en phase stationnaire et les organismes protégés par les biofilms, notamment avec la revampine. Et il s'agit aussi de mieux pénétrer les cellules et les tissus et d'inhiber la production de toxines. Donc, à mon sens, tous ces points sont clairement démontrés dans la littérature. Et le seul probablement qui n'a pas été démontré, c'est donc pour éviter l'émergence de cette résistance. Mais je pense que Jean va vous en parler plus tard sans aucun doute, car c'est l'un des inconvénients principaux de cette bithérapie. Alors, voilà l'objectif. Comme je l'ai dit, essentiellement, il s'agit d'étendre la couverture. Donc, les médicaments A et B doivent permettre d'élargir le spectre d'activité. Si nous avons A et B, comme ici, eh bien, là, c'est une combinaison et ça présente un avantage que d'utiliser cette bithérapie. Mais souvenez-vous aussi que si nous combinons 2 médicaments qui ont le même spectre d'activité, par exemple, le double bêta-lactam, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas ce même effet. Donc, autre élément important, c'est la synergie et l'antagonisme. Parce que 2 médicaments ensemble peuvent donner 1+1. One can also 0. This is very important because be careful when you combine the drug to combine drugs that are synergistic together and not to have drugs that can be antagonists together. This is a very important point. So this is one of the examples. Des exemples, ça c'est un papier qui a été publié il y a 3 ans de cela et qui étudiait justement cette bithérapie. Et vous voyez, il s'agit là d'un bêta-lactam et de la culonum ou aminoglycosine. Et là, vous voyez le pourcentage de traitement inapproprié. Et lorsqu'on le combine avec le fluorquinolone, eh bien, vous voyez qu'il y a une proportion plus faible de patients qui ont un traitement inapproprié. Par exemple, safopine ou un placebo ou autre, eh bien, vous voyez, quand c'est combiné à la ciprofloxacine, eh bien, on est passé à 86% en termes de sensibilité. Et avec l'imipénem, vous voyez 89%. Et par ailleurs, pour le dernier, le gain est de 10%. Mais cela présente aussi des aspects négatifs, cette bithérapie. Tout d'abord, l'antagonisme possible et puis aussi une surinfection possible, la résistance, bien entendu. Ça, c'est aussi une autre question qui doit être prise en compte. Les manifestations indésirables, si vous combinez 2 médicaments, vous avez les effets secondaires de l'un et de l'autre, et puis les coûts aussi. Mais ça, c'est plus un problème du passé que d'aujourd'hui, car il s'agit essentiellement de génériques aujourd'hui et le coût ne pose plus problème, en tout cas pour les antibactériens. Donc, voyons quelques exemples des avantages que présente la bithérapie. Donc, ça, c'est la campagne 2013.
Et lorsqu'on examine donc les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, on voit que ça ne devrait pas être administré pendant plus de 3 à 5 jours. Mais ils encouragent l'utilisation de cette bithérapie. Il y a des données qui appuient cette bithérapie. Et le premier point qui, à mon sens, doit être pris en compte, c'est que notre traitement doit être approprié, cela afin de réduire la mortalité. Et il y a beaucoup de papiers qui étayent l'argument sur lequel un traitement approprié, effectivement, est meilleur en termes de mortalité. Donc, d'après moi, ce qu'il faut prendre en compte dans la combinaison, c'est le caractère adéquat. Par exemple, ce papier publié en 2008, eh bien là, la conclusion des auteurs était que cette bithérapie ne donne pas un avantage en soi en termes de mortalité. Vous voyez là la mortalité. En revanche, vous voyez, lorsque on examine le caractère adéquat avec une bithérapie adéquate, alors dans 85% des cas, c'est ça ce qu'on a en termes de caractère adéquat, tandis qu'on n'a que 18% en monothérapie. Donc, lorsqu'on utilise une bithérapie, vous avez plus de probabilité d'avoir un caractère adéquat du traitement par rapport à la monothérapie. Alors, on a des données qui appuient aussi cette bithérapie en termes de mortalité. Il y a une étude Kummer, analyse rétrospective sur un grand nombre de patients. Ils ont analysé une bithérapie précoce par rapport à une monothérapie précoce et ils ont pu démontrer sur un grand nombre de patients, vous voyez, avec beaucoup d'infections respiratoires, que utiliser la bithérapie précoce présentait un avantage en termes de mortalité. Et c'est ce que vous voyez ici aussi, cet avantage de la bithérapie par rapport à la monothérapie. Dans ce même volume de Critical Care Medicine, il y a eu une étude réalisée par les mêmes auteurs, une méta-analyse, méta-régression, et on dit que pour voir quand est-ce qu'il fallait utiliser une bithérapie. Et il a été démontré que c'était bon lorsque les patients étaient en choc ou dans un état critique, et ça n'est pas bon lorsque le patient n'est pas en état de choc ou dans un état critique. Alors, il s'agit là d'une méta-analyse. Si le patient est en choc septique, il vaut mieux commencer par une bithérapie plutôt qu'une monothérapie. Autre étude intéressante publiée dans Critical Care il y a 2 ans de cela. Et ça, c'est une étude multicentrique nationale espagnole où ils ont analysé tous les patients admis en réa. Et ceux qui ont reçu des antibiotiques dans les 6 premières heures du diagnostic du choc septique ou du sepsis grave. Et ils ont montré qu'une combinaison d'antibiotiques avec différents mécanismes d'action présente un avantage sur le plan de la mortalité. Voilà les survivants et voilà ceux qui ne sont pas des survivants. Et vous voyez que les patients qui n'ont pas survécu avec APH2 et lactate. Donc, dans cette étude, qui est une simple expérience, eh bien, on voit que cela étaye l'utilisation de médicaments ayant des mécanismes d'action différents, bêta-lactam, par exemple, aminoglycosate, furquinolone, cholestine, enfin, des médicaments qui ont des mécanismes d'action différents. Alors, qu'en est-il des autres types d'infections? La pneumonie acquise en communauté. Est-ce que ça présente un avantage d'utiliser une bithérapie par rapport à la monothérapie? Eh bien, écoutez, il y a un grand nombre de papiers qui étayent cette bithérapie. Voilà le dernier, publié dans Thorax l'année dernière. Et ça, c'est un groupe de plus de 5000 patients hospitalisés en Angleterre et dans le Pays de Galles. Et ils ont démontré que ça présente un avantage d'utilisation de la bithérapie lorsque les patients sont malades. Alors, avec bêta-lactane et macrolide, ça n'est pas vraiment très utile lorsque l'état du patient n'est pas grave, mais avec CARB 65 à 2 au moins, le CARB B65 à 2 au moins, là vous voyez que c'est plus adéquat. Donc, passons maintenant à un autre élément important, une thérapie ciblée. Alors, est-ce qu'il y a des données qui appuient la bithérapie dans les thérapies ciblées, les traitements ciblés?
Alors, Pseudomonas aeruginosa, tout d'abord. Alors, je me souviens, c'est là une méta-analyse très ancienne de Safter. Ils ont analysé un bon nombre d'études et ils ont démontré finalement que pour Pseudomonas aeruginosa, il y a un avantage à utiliser l'apithérapie. Toutefois, d'autres expériences par la suite n'ont pas confirmé ces résultats qui avaient été démontrés par Safter. Mais pour Pseudomonas, c'est bien. Il y a l'étude de Garnacho-Montero et là, ils ont analysé le traitement de prise en charge optimale pour la Pseudomonas avec une analyse comparée de la monothérapie et de la bithérapie. Et la variable associée à un résultat favorable, c'était le caractère adéquat du traitement, comme je l'ai dit dans mon deuxième transparence. C'est vraiment le caractère adéquat qui est l'élément le plus important. Mais l'utilisation d'une bithérapie réduit la probabilité de traitement inapproprié et par conséquent la prescription de bithérapie empirique avec au moins 2 antipseudomonas pour les patients avec une PAV, eh bien, qui risquent de contracter la pseudomonase aeruginosa, pourrait être la stratégie de prise en charge optimale. Toutefois, la monothérapie à elle seule, avec un seul antibiotique actif, permet d'obtenir des résultats équivalents à la bithérapie avec 2 antimicrobiens actifs. Par conséquent, eh bien, il n'est pas nécessaire de prolonger l'utilisation des 2 agents. Donc, on commence avec 2 médicaments actifs et puis il y a une déescalation. Donc, lorsqu'on voit qu'il y a une plus forte sensibilité par rapport à un des médicaments, Acinomobaumanie, eh bien, dans mon pays, là aussi, on utilise une bithérapie. Et quelle est celle qui est la plus utilisée, cette thérapie? Eh bien, la bithérapie, colicine et rifampine. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme en 2 phases. La colicine a un effet de perturbation de la membrane cytoplasmique bactérienne extérieure et le rifampine, eh bien, a un effet d'inhibition sur la polymérase ARN dépendant de l'ADN. Lorsqu'il y a des données dans la littérature qui appuient la bithérapie, nous avons décidé de réaliser cette étude italienne appuyée par l'Agence italienne pour les médicaments. Nous avons publié ce document, cet article en août 2013. Nous avons analysé la colicine et rifampicine et colistine seule et nous avons démontré qu'il n'y a pas de différence en termes de mortalité entre la combinaison de colispine et rifampicine par rapport à colistine seule, mais en tant que spécialiste des maladies infectieuses, je continue à utiliser la bithérapie parce que le taux d'éradication pour la bithérapie était beaucoup plus élevé que ce qu'on avait obtenu avec la monothérapie et avec la colistine seule. Donc moi, je privilégie la bithérapie dans ces cas-là. Qu'en est-il de Klebsiella? Le nouveau phénomène de KPC, alors je sais que la situation est un peu différente en France par rapport à l'Italie et la Grèce, mais en Italie, plus de 50% de nos Klebsiella pneumonia sont des producteurs de KPC. Alors quel est le meilleur traitement pour le KPC? Eh bien, c'est probablement aussi là la bithérapie. Voilà un des premiers rapports de Grèce, de Dykos, qui a démontré que 2 médicaments actifs, c'est mieux qu'une monothérapie. Et là encore, eh bien, moi-même et Mario Tumarello, nous avons publié cette étude en 2013. Nous avons analysé plus de 125 cas de bactériémie KPC et nous avons démontré que la bithérapie était meilleure que la monothérapie. Alors bien entendu, il s'agit d'une analyse rétrospective avec un biais important pour ce qui est du choix de la thérapie, mais lorsqu'on a une infection KPC, vraiment, il faut opter pour la bithérapie. Et la meilleure combinaison, du moins dans cette expérience italienne, c'était ces 3 éléments, donc avec collicinine et tigecycline. Alors, quand est-ce qu'on doit utiliser la bithérapie? Eh bien, je pense que les patients en choc septique, HAP, VAP peuvent avoir une bithérapie au moins au début, donc traitement précoce. Avec les PAC graves, donc bêta-lactam plus asorane, mais là,
les macrolides, là, c'est différent parce qu'il y a des effets immunorégulateurs également, mais ça, il faudrait en discuter éventuellement à la fin de la présentation. Donc, par ailleurs, chez les patients qui présentent un risque de MDR et pour ceux qui présentent un risque élevé de pseudomonas aeruginosa, alors il faut par ailleurs passer par la suite pour cette pseudomonas aeruginosa, il faut déescalader. Et pour l'acinetobacter-baumannii, eh bien, il faut ces différents éléments que vous voyez ici. Mais ce qui est vraiment important, c'est que si on décide de commencer avec une bithérapie, il faut ce phénomène de déescalation. Alors ça a été publié en décembre de l'année dernière. Et le vrai message ici, c'est que si on décide de commencer une bithérapie, on ne peut pas continuer pendant toute la durée voulue avec cette bithérapie, à moins qu'on ait un KPC, par exemple. Donc, si vous décidez de commencer avec une bithérapie, il faudra vraiment avoir cette déescalation vers la monothérapie. Alors voilà mon opinion sur cette bithérapie, compte tenu de la mortalité plus élevée due au délai. Dans le traitement approprié et efficace antimicrobien, commencer un traitement antimicrobien empirique à large spectre et prudent. Et souvent, cela recouvre une bithérapie. Pour les patients présentant un risque d'infection MDR à grave négatif, le traitement devra inclure la couverture de pathogènes qui pourraient être résistants à des antibiotiques administrés précédemment et une bithérapie empirique peut être appropriée. Le régime antimicrobien devrait être réduit ou interrompu sur la base de l'évolution clinique du patient, la culture et des résultats de profil de sensibilité. Donc voilà, vous pouvez aussi vous connecter à ce site pour retrouver ma présentation. Je vous remercie de votre attention.